Et vous êtes, je suppose, toujours à l'écoute de Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka consacrée aujourd'hui à Ernest Pignon Ernest. Ouais, alors pourquoi parler d'Ernest Pignon Ernest? Ça faisait un moment que j'avais envie de parler de cet artiste, hein, après avoir vu plusieurs de ses œuvres un peu partout. Je me disais quand même, il y a quelque chose là, il faut vraiment qu'on aille fouiller un petit peu de plus près. Et ce qui a été un peu décisif, c'est quand on a parlé de la commune et découvert cette affiche qu'il a fait pour le 150aire donc de la commune de Paris, cette affiche de femmes enceintes sur fond rouge. Et en même temps, cette exposition qui se passe à l'atelier Grognard à Arveuil-Malmaison, hein, qui est prolongée donc jusqu'au 20 mai à peu près 2021. Donc dès que ça rouvrira, on espère pouvoir s'y rendre. Et on a donc pu visualiser une petite vidéo où Ernest Pignon Ernest raconte un petit peu tout son parcours artistique de cette exposition et son travail sur les sujets abordés. Et là, on s'est dit, ouais, on tient quelque chose, on peut foncer, quoi. Alors tout d'abord, Ernest Pignon Ernest, pourquoi ce patronyme? Son vrai nom c'est Ernest Pignon. Pourquoi a-t-il rajouté Ernest Pignon Ernest? C'est déjà pour se démarquer d'un artiste connu qui s'appelait Édouard Pignon, et comme tu avais appris, qui prenait ombrage qu'il ait le même patronyme, donc il a rajouté à la fin Ernest pour être sûr qu'on ne fasse pas l'amalgame entre les deux, hein. Alors, Ernest Pignon Ernest, pour ce qui est de sa bio, déjà, donc il est né en 1942, il est né à Nice, dans un quartier populaire du Vieux-Nice, dans une famille donc avec plusieurs frères et sœurs, et une famille donc une famille de milieu populaire, qui n'était pas spécialement un milieu cultivé, où il y avait plutôt même une culture du sport, hein, où chacun où chacun pratiquait un peu de foot. Et en fait, lui n'était pas très bon au sport, et donc il s'est tourné un peu vers d'autres découvertes. Et il a découvert à 12 ans en fait une série de portraits de Sylvette faits par Picasso. Et là, ça a été assez révélateur. Donc il a eu envie de se mettre à peindre. Et rapidement, il avait quand même donc un don, quand même, enfin un don, j'aime pas trop ce mot-là, mais il avait quand même des capacités à dessiner. Donc à l'âge de 15 ans, il a commencé à travailler chez un architecte, à dessiner, et en fait il dit que depuis l'âge de 15 ans, il est indépendant financièrement. Et donc là il a dessiné, et puis de fil en aiguille, il a fait des affiches pour des films, pour du théâtre. Et étant quelqu'un de curieux, il a commencé à lire, donc il s'est imprégné aussi de poésie. Et puis un peu plus tard, il a fait un premier voyage à Tolède pour aller découvrir le Gréco, puis à Florence pour découvrir tout le Quattrocento, quoi. Et à Madrid pour découvrir Guernica. Guernica, effectivement. Donc tout ça l'a profondément marqué. Et donc a inspiré après la suite de son œuvre, et je pense toute sa formation intellectuelle et culturelle. En fait, on sent que c'est quelqu'un qui s'imprègne de textes, qui fouille. Enfin voilà, c'est tout son travail est vraiment minutieux et n'est pas est travaillé longuement. Enfin c'est très réfléchi, quoi. Oui, c'est pas des premiers jets. Voilà. Donc il a abordé beaucoup de sujets différents. Donc nous on va essayer de voir un petit peu sur quoi il a travaillé, en parler un petit peu à chaque fois. Donc il a travaillé sur la commune, donc sur la semaine sanglante de la commune, et donc il a fait aussi cette affiche du 150aire. Et donc sur la semaine sanglante de la commune, il a fait donc des sérigraphies. Son premier travail était pour le centenaire de la commune, où il a représenté donc ce gisant. Et donc tu peux un peu expliquer sa méthode de travail, il explique comment il travaille sur son fusain, sur la pierre noire. Oui, mais là ce sont des sérigraphies. Oui. Alors des sérigraphies, c'est du noir et blanc tout simplement, voilà. Et il fait des affiches d'après ses dessins. Il fait des sérigraphies de ses dessins qu'il va coller après sur les lieux qui sont emblématiques d'un événement historique ou des choses comme ça. C'est-à-dire que par exemple, ces gisants, il est allé les coller sur les marches qui montent jusqu'au Sacré-Cœur. C'était assez symbolique, parce que oui, enfin, je ne vais pas parler de plus que ça, parce qu'après, l'émission va se terminer tout de suite. Maintenant, il travaille surtout, là c'est à ses débuts,
parce que bon, la sérigraphie, ça permettait voilà, avec le noir et blanc, de travailler simplement et tout. Puis par la suite, il a adopté d'autres techniques comme le fusain, comme la pierre noire, etc. Ce qui fait des œuvres qui sont plus photographiques, on pourrait dire ça comme ça, que ses débuts où c'était uniquement du noir et blanc. Ouais. Et donc pour la commune, en fait, il est allé, donc il a lu, il a repéré tous les lieux où il y avait eu des barricades, et il a posé ses gisants aussi sur tous ces lieux emblématiques de lutte des communards. Donc il n'y a pas que Montmartre. Et non, il y a la butte aux cailles, il y a la rue. La rue Ramponneau, etc., tous les lieux, oui, bien sûr. Voilà. Et aussi, il en avait posé au métro Charonne, parce que là, il faisait aussi un clin d'œil, enfin un rappel de ce qui s'était passé pendant la guerre d'Algérie. Et ce qu'on verra dans toute son œuvre, c'est qu'en fait, lui les lieux sont travaillés, il révèle le lieu, c'est-à-dire que il veut faire sortir des lieux la mémoire. En fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant et fort dans son œuvre, c'est-à-dire que on va voir que c'est toute la rue avec ses dessins qui devient une œuvre d'art, c'est pas simplement son dessin. Non. Les dessins sont vraiment un révélateur des lieux. Voilà, c'est ça. Sans les lieux, ces dessins n'ont aucun objet, et sans les lieux, voilà. Il le répète tout au long de ses interviews, ses interventions, etc. Mon dessin c'est pas l'œuvre. Mon dessin, il fait partie de l'œuvre, c'est-à-dire fait partie de son environnement qui est la base de l'œuvre. C'est l'environnement, et son dessin est juste là, comme le dit ma camarade, un révélateur. Voilà. Vous savez, en photographie, pour révéler l'image, on la met dans des bains spéciaux, et c'est comme ça que, en tout cas dans la photographie argentique, c'est comme ça que ça révèle l'image. Voilà, lui, le quartier, il le révèle par son image, c'est-à-dire que dans pratiquement toutes ses interventions, il y a un quartier qui a une histoire, qui a un vécu, etc., mais qui a été un petit peu effacé par le temps, et lui, il fait revenir, il fait remonter tous les souvenirs qui sont dans ce lieu grâce à un dessin. Voilà. Et donc, quand il a fait ces collages de gisants, en fait, il raconte que, par exemple, il a été arrêté 3 fois dans la nuit quand il était en train de coller. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que il est tout seul. C'est-à-dire que, après, il dit qu'il manquait de colle, qu'il avait été chez un ami, qu'il l'a aidé et tout ça. Mais au départ, voilà, il n'est pas comme Kunz qui fait pas grand-chose et a une usine pour travailler pour lui. Il a son praticien voilà. à son service. Ernest Pignon-Ernest pense, réfléchit, fait son travail et en fait fait ses collages, quoi. Et en plus, lui ne prend même pas de photos de la fin de son travail. Donc, c'est l'instant. Il n'y a pas matière à spéculer après sur ce qui a été fait, quoi. On révèle un lieu et voilà. Et on laisse le temps après abîmer les images. Enfin, Non, de mon point de vue, en tout cas, c'est l'artiste tel que je l'aime, tel que je l'espère, voilà. C'est l'idéal de l'artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui met son talent au service d'une idée, mais pas quelqu'un qui met son talent au service du marché financier de l'art. C'est un peu pompeux tout ça. Enfin bon, voilà. Et il est dégagé, si vous voulez. Son art est vraiment un art idéal, de mon point de vue. Ouais. Parce qu'il est détaché des critères d'argent, etc., de possession, de propriété. Bon. Il offre son art au monde, voilà, gratuitement. Voilà. Alors, un sujet suivant qu'on peut évoquer, et ça, je pense qu'on le sache ou pas que c'était son œuvre, c'est Rimbaud. Cette image de Rimbaud, on l'a tous en tête. Hein, le monde entier, là. Voilà, le monde entier, là. Donc, Rimbaud, moi, ça me rappelle, là, par exemple, les 2 premières strophes de ma Bohème que j'ai adorées. Hein, c'était je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur.
où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Ah oui, non, c'est bouleversant, oui, chialé, quoi. Voilà. Donc en fait, il a représenté Rimbaud. Effectivement, son dessin est vraiment devenu une icône qui a été reprise absolument partout. Et donc, qui est cette image de la jeunesse qui remet tout en question. Et pour illustrer donc tout le parcours de Rimbaud, en fait, il a fait un collage qui partait donc de Charleville-Mézières, la ville de naissance de Rimbaud, et qui allait jusqu'à Paris. Je crois qu'il a fait ça en 77-78. Et il raconte que, en fait, lors d'une exposition, on a voulu qu'il représente Rimbaud et qu'il n'avait rien gardé. Il n'avait pas gardé une seule image de son Rimbaud. Et quand il y a quelqu'un qui a dû entendre ça, et un peu honteusement, qui a dit, bah voilà, moi j'avais découvert ça sur l'autoroute, j'en ai 3 exemplaires et je peux... Il avait décollé. Que j'ai décollé, et je peux en redonner un, quoi. Et il en a redonné. Mais ce qui est fabuleux, c'est que, ce que dit d'ailleurs Pignon, il dit, quand j'ai fait Rimbaud, j'étais complètement inconnu. Voilà, mon travail n'avait aucune valeur fiduciaire. Donc, cet homme-là, il n'a pas décollé pour spéculer, puisque j'étais inconnu, et qu'il a collé parce qu'il a décollé parce qu'il aimait. Voilà. C'est pour ça que Pignon lui rend, d'une certaine manière, un certain hommage, quoi. Voilà, parce que tout ça, c'est gratuit. Parce que maintenant, si ma camarade me rappelait que des gens comme Bansky, par exemple, il y en a qui essayent si vous voulez, de piquer ce qu'il fait dans les rues, un peu à la manière de Pignon, et puis parce que Bansky, par contre, il est sur le marché de l'art, il y a des trucs qui se vendent plusieurs millions, quoi. Ouais. Donc, alors, sujet aussi évoqué par Ernest Pignon, c'est Pasolini. C'est un grand sujet aussi. Alors, il a travaillé sur tous ces lieux qui étaient en relation avec son œuvre. Il a étudié la vie de Pasolini. Toute la relation aussi, Pasolini était un personnage complexe quand même. Oh oui, on peut le dire. Toute sa relation à l'Église, c'est-à-dire qu'il dit que Pasolini peut aussi bien parler de Dante et Virgile, comme de parler de la vie, des logements, des voyous, du travail, de l'emploi, et que Pasolini s'inscrit dans le temps. En fait, il est marxiste et en même temps il fait l'Évangile selon saint Matthieu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu le frère jumeau du Caravage, mais plus contemporain, qui a utilisé le film et l'écriture, comme Caravage utilisait la peinture, et il utilisait la peinture avec des modèles qui étaient vraiment des modèles de la rue, quoi. Voilà. Et donc, l'image qui va faire de Pasolini, en fait, il représente Pasolini qui va porter son propre corps. Ouais, voilà. C'est assez extraordinaire. Voilà, pour lui, c'est qu'est-ce que vous avez fait de ma mort, et Pasolini porte son corps, et à la manière comme il a été retrouvé en fait quand il était assassiné sur une plage, et tel qu'on l'a porté, quoi. Et il disait que Pasolini finalement annonçait aussi Berlusconi, que la télé Pasolini disait que la télé va faire plus de mal à la culture que le fascisme, en fait. Ouais. Oh oui, elle en fait. Parce qu'elle a duré plus longtemps que le fascisme. Ouais. Donc un autre sujet important abordé par Ernest Pignon-Ernest, c'est la ville de Naples. On sent que là, ça a été, je pense qu'aussi italien, Naples, il y a... Et Pasolini. Et Pasolini, il y a vraiment quelque chose de fort. Donc il a fait 4 voyages à Naples, en 88, 90, 93 et 95. Et en fait, il écoute une émission sur France Culture qui parle de musique napolitaine, mais qui mêle autant la musique classique que la musique populaire. Et en fait, ça lui donne envie de partir pour Naples. Donc, il va aller à Naples, il a un coup de foudre, parce que ce qu'il découvre à Naples, c'est un mélange de cultures, c'est 2000 ans d'histoire, en passant par la Grèce, les Romains, l'Espagne. Enfin, il y a vraiment ce mélange. Il y a ces rues qui sont dallées de pierres noires du Vésuve, et tout ça va l'inspirer profondément. Et d'ailleurs, ce qu'il raconte, c'est qu'il pensait être arrivé à Naples un jour où il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, un jour particulier. Et en fait, il va découvrir que non, c'est la vie quotidienne à Naples qui est comme ça, quoi. Donc, à Naples, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la présence de Caravage. Ça, c'est hyper important. Et pour Ernest Pignon-Ernest, c'est vraiment la découverte. Voilà. D'ailleurs, quand on voit ses dessins, on ne peut pas s'empêcher de penser au Caravage, quoi. Ah oui. Surtout les dessins, évidemment, qu'il a fait à Naples.
c'est sûr que dans un quartier où le Caravage a tourné le Décameron. Vous voyez, tout est sur un mur où il a mis le Caravage, c'est sur un mur de 8 mètres de haut, 2000 ans d'histoire sur 8 mètres de haut qui commence, comme a dit Piketty, commence au sol avec les dalles noires de lave du Vésuve, et puis qui commence avec les pierres de fondation qui sont grecques, et puis après romaines, et puis après espagnoles. Voilà, c'est un mur, c'est là qu'il a collé Pasolini, là. Son Pasolini. Ouais. Ouais, non, parce que, et il a écrit, il a lu plus de 80 bouquins. C'est au cours d'une de ses interviews, c'est une journaliste qui l'interroge, il lui dit, bah, vous voyez, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà ma documentation, 80 bouquins, 83 exactement. Parce qu'avant de travailler, il fait des repérages. Il va sur les lieux, il y va, il revient, il repart, il revient plusieurs fois sur les lieux qu'il va investir. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça du tout au hasard. C'est très, 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 très documenté. Non, il dit, il peut lire, il commence par l'Antiquité, il va commencer par Virgile et il termine avec des contemporains comme Héry et Lucas, quoi. Vraiment. Genève. Voilà, tout. Donc c'est vraiment, et ça c'est quelque chose qui revient à chaque fois qu'on l'entend et qu'on voit ses dessins. Oui, c'est imprégné de culture. C'est-à-dire qu'il faut quand même plusieurs mois avant d'arriver à faire ce dessin qui est pas là par hasard, quoi. C'est le dessin qui va parler du lieu, voilà, sans mots, simplement son dessin, et vraiment ça reste dans la mémoire populaire, parce que son dessin, c'est le peuple qui le regarde tous les jours en passant à Naples, etc. Et 20 ans après, les gens se rappellent de ce dessin, voilà, ça faisait partie de leur vie. Ouais. Est-ce que c'est à Naples justement qu'il a fait il fait un collage et en fait il s'était aperçu que quand il y avait un tableau, il y avait une Marie-Madeleine, il y avait une distance parce que justement il y avait une femme qui mettait une distance par rapport au tableau originel et donc lui en fait quand il se promène dans les rues et il va coller et en fait il s'est aperçu qu'il y avait deux femmes qui étaient là, qui discutaient toujours devant, qui servaient un peu qui avaient ce même rôle que la Marie-Madeleine et donc il va coller là et quand il va revenir plus tard en fait il y a une des femmes qui est morte et donc il va la redessiner sur le mur. Voilà, sur le mur, en disant quand ce sera abîmé, vous m'appelez et je viendrai refaire le dessin, quoi. Et en fait, quand il revient, effectivement, qu'on le rappelle plusieurs années plus tard, en fait, il y a eu un petit hôtel aussi en hommage à cette femme. Enfin, c'est vraiment touchant parce que effectivement, il s'inscrit vraiment dans la vie des locaux, quoi. Tout à fait. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Parce que vous connaissez l'art d'aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on appelle l'art du contemporain. Hein. C'est plutôt pour les friqués, etc. Les gens comme Pinault, comme tous ces gens-là, vous voyez, qui achètent des trucs, des millions à Kunze, son rabbit, là, qui coûte 20 millions, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ça s'adresse donc à ce qu'on appelle une élite, je ne comprends pas très bien pourquoi, enfin bon. Et voilà, tandis que lui, non, pas du tout, c'est tout le contraire, mais tout le contraire. Ouais. Ouais. Donc dans cette ville de Naples, il avait fait un collage justement de 30 dessins sur un parcours étudié et il dit qu'il a collé entre le jeudi saint et le vendredi saint. Donc c'est pareil, toute une symbolique. Et il se dit lui-même comme un laïc contrarié en fait, parce qu'on sent qu'il est la culture religieuse a une importance pour lui. Il va dire beaucoup de textes quand même de religieux, voire beaucoup de peintures religieuses et s'en inspirer, quoi. Oui, parce que quand il s'inspire du Caravage pour présenter des lieux et des dessins, etc. Et le Caravage, toute sa peinture est religieuse, parce que c'était l'époque où il vivait, etc. Mais le Caravage, les choses magnifiques de cet artiste extraordinaire, c'est que ces sujets, il avait des modèles, mais des modèles, c'était des prostituées, c'était des brigands, c'était la cour des miracles de Naples, etc. C'est là qu'il allait les chercher. Et voilà, il y a une comment dirais-je, c'est la Vierge est morte. Là, la mort de la Vierge. La mort de la Vierge, c'est une prostituée qui était son modèle, un de ses modèles préférés, à qui il avait offert une robe rouge magnifique, parce qu'elle adorait cette robe. Elle la portait quand elle posait pour lui, et elle lui avait dit qu'elle aimait. Ah, il lui en avait fait cadeau. Et elle a été assassinée, elle a été jetée dans le fleuve qui passe à Naples.
et dont le nom m'échappe. Et ah non, ou c'était à Rome, je ne sais plus. Enfin bref, et il l'a représentée morte quand ils l'ont sortie du fleuve, et c'était elle, la Vierge, voilà, une prostituée assassinée. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi, sans courbette. C'est-il pas honteux, Madame Michou? L'émission Art Racaille qui vous conte aujourd'hui l'histoire extraordinaire d'un grand dessinateur contemporain, Ernest Pignon. Ernest! Voilà, donc travail de Ernest Pignon Ernest également sur l'Afrique du Sud. Et alors, pourquoi l'Afrique du Sud? En 1974, Ernest Pignon Ernest, justement, apprend que sa ville de Nice est jumelée avec une ville d'Afrique du Sud. Alors là, c'est terrible. Il découvre l'horreur de l'apartheid. Et à ce moment-là, elle était dirigée par qui? Par Jean Médecin. Jean Médecin, un truand notoire, puisqu'il a fini sa vie en exil pour fuir une éventuelle mise en cabane en France. Voilà. D'accord. Voilà, donc il découvre toute cette horreur de l'apartheid et donc il va faire des collages d'hommes derrière des barbelés, mais il va aussi se rendre donc en Afrique du Sud. Il rencontrera Mandela, Desmond Tutu. Et c'est un pays il y a 13 langues, il y a beaucoup de diversité. Et en fait, lui, il va être invité dans plusieurs musées et il va aussi travailler donc sur le sida qui est vraiment un drame en Afrique du Sud à cette époque-là. Et donc, il va représenter une femme qui sera comme une Pietà qui va porter un malade. Et en fait, pour cette image, il va s'inspirer de la mort de Peterson, un jeune de 12 ans qui avait été tué par la police et dont on avait ramené le corps comme ça dans les bras lors d'une manifestation. Donc en fait, cette image, lui, va s'en servir pour incarner les morts du sida. Donc il va faire des collages et là, c'est pareil, il va travailler, ce qui est fabuleux, avec les gens du quartier. C'est-à-dire que... À Soweto. Et il raconte qu'il avait, c'est difficile, ça paraissait difficile de loger dans un quartier noir, étant blanc. Et finalement, par son empathie, son travail avec les gens du quartier, il va pouvoir être complètement intégré à la communauté noire. Et il dit que le foot lui a justement servi parce que adorant le foot, il a joué au foot avec cette équipe, il portait leur maillot et ça a été vraiment le lien qui s'est créé, quoi. Et voilà, donc même après les gens l'appelaient par son prénom, enfin, et c'est ça que je trouve à chaque fois très très fort, c'est que c'est ce travail avec le lieu, avec les gens, quoi. C'est toujours très très cohérent, quoi. C'est politique, c'est cohérent, c'est engagé, c'est imprégné de culture. C'est vrai, quoi. C'est vrai, tout simplement. C'est un personnage authentique. C'est pas un guignol là qui s'amuse à faire des dessins sur les murs comme ça. Non, c'est un authentique, tout simplement. Ouais. Il va travailler aussi sur Jean Genet. Hein. On comprend rapidement qu'il a une fascination pour la poésie, pour l'écriture. Donc, il ne pouvait pas passer à côté de Jean Genet. Jean Genet, justement, alors ce qu'il aime chez les poètes, c'est leur œuvre et leur dessin, souvent souvent tragique. Et donc Jean Genet. Et Jean Genet, son lien avec les Black Panthers, sa rencontre aussi, son dernier livre, Le Captif amoureux sur la Palestine, où il avait rencontré Leila Chahi. Donc tout ça est en résonance sur le temps. Et donc il voit aussi le côté, la double face de Jean Genet, comme il l'avait vu chez Pasolini. Hein. Chez Jean Genet, il y a le voleur, l'homosexuel, le sale mec qui revendique, et en même temps, il voit une quête de rituel, de sacré, d'écriture sublime. Donc tout ça, il va y réfléchir, et en fait, l'image qu'il va faire de Jean Genet, c'est une descente ou une montée en croix, puisqu'il y a cet homme qui est porté justement à la manière du Christ, qui a les bras écartés et qui est tenu par deux autres hommes, quoi. Et ce qu'on peut remarquer à cette occasion, c'est que depuis François Villon, qui est leur père à tous, qui était un mauvais garçon reconnu, voilà, eh bien, il y a beaucoup de mauvais garçons dans la poésie en France depuis Villon. Hein, on peut penser Baudelaire, on peut penser tous ces gens-là, on peut penser évidemment Rimbaud, on peut penser Genet, qui a été le point d'orgue
de toute cette lignée de poètes maudits. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez permanent dans la poésie française. C'est pas que des gens propres sur eux, Ouais. c'est souvent des mauvais garçons. Et donc son travail, enfin sur Jean Genet, mais sur d'autres aussi, donc il y a toujours aussi ce côté d'image pratiquement en taille réelle, hein, c'est ce qui donne aussi une force. Et il travaille, il explique avec une gomme d'une dizaine de centimètres qui est crantée. Oui, que lui a cranté. Bon, parce que bon, pour la gomme, c'est évidemment pour les dégradés, pour les lumières, etc., etc. C'est un instrument magnifique, la gomme, hein. Si on sait s'en servir, en tout cas quand on travaille particulièrement le fusain, voilà, ou le crayon, c'est vraiment un outil très, 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 très utile pour les artistes qui savent s'en servir, en tout cas. Voilà, donc il va faire ses sérigraphies et souvent même il peut travailler sur place parce qu'il faut des cadres, des calques qui sont très très grands quoi. Et c'est pas toujours disponible, donc il travaille sur place, il fabrique les cadres et du coup il y a un prix de revient qui est quand même très abordable pour Voilà. l'image. Quoi. L'avantage de ce moyen d'impression, la sérigraphie, c'est que c'est très très abordable, que ça fait. Si vous êtes un bon bricoleur, ça vous coûtera presque rien que le bois que vous utilisez, qui peut être du pin, les bois les moins coûteux, ça peut. Et puis la toile, c'est-à-dire maintenant, avant c'était des toiles en soie, mais maintenant on les appelle toujours des soies, mais c'est plus des soies, c'est du plastique, quoi, voilà. Alors, Qui est inusable pratiquement. il a travaillé également sur Robert Desnos. Il dit qu'il est allé au camp où était mort Robert Desnos. Et sur Robert Desnos, il va parler de son amour des femmes. Donc là, il fait référence à la liberté ou l'amour, qui est une œuvre de Robert Desnos. Et donc sur cette femme qui est dans ce roman, qui s'appelle Louise Lam. Et donc là, je vais lire un extrait de Louise Lam, où justement cette femme traverse les arcades de la rue, je crois, de Rivoli, et va se déshabiller avec un homme derrière qui ramasse ses vêtements. Donc il s'est inspiré de ce texte-là pour en faire une image, une femme nue vue de dos. Là. Tu te souviens un peu de cette image? Oui, tout à fait. Oui. Non, une très belle femme, et il y a une très belle chute de rein, comme on dit, côté des, un petit peu beuse, autrement on dit un cul, voilà, Ouais. magnifique. Et ouais, je crois que les artistes qui savent dessiner des fesses de femmes, pas comme des ballons de football, mais des fesses de femmes avec leurs mollets, etc., leurs lignes magnifiques, voilà, ça c'est un artiste. Et moi j'ai vu des artistes qui sont capables de refaire le plafond de la Sistine, mais qui sont incapables de faire des fesses de femmes qui font des ballons de football. Et ça, je crois, pour moi, c'est vraiment un handicap, hein, pour ces artistes. Alors voilà un des extraits justement de La liberté ou l'amour, quand Corsaire Sanglot va suivre Louise Lam. Revenu sur mes pas et longeant les arcades de la rue de Rivoli, je vis enfin Louise Lam marcher devant moi. Le vent soufflait sur la cité, les affiches du bébé Cadom appelaient à elle les émissaires de la tempête, et sous leur garde la ville entière se convulsait. Ce furent d'abord deux gants qui s'étreignirent en une poignée d'invisibles mains et dont l'ombre longtemps dansa devant moi. Devant moi, non, c'était Louise Lam qui marchait dans la direction de l'étoile. Singulière randonnée. Jadis, les rois marchèrent dans la direction d'une étoile, ni plus ni moins concrète que toi, place de l'étoile, avec ton arc, orbite où le soleil se loge comme l'œil du ciel, randonnée aventureuse, et dont le but mystérieux était peut-être toi que je sollicite, amour fatal, exclusif et meurtrier. Si j'avais été l'un des rois, ô Jésus, tu serais mort au berceau, étranglé pour avoir interrompu sitôt mon voyage magnifique, et brisé ma liberté, puis sans doute un amour mystique m'eût enchaîné et traîné en prisonnier sur les routes du globe que j'eusse rêvé parcourir libre. Je me complaisais à la contemplation du jeu de son manteau de fourrure contre son cou, des heurts de la bordure contre les bas de soie, au frottement deviné de la doublure soyeuse contre les hanches. Brusquement, je constatais la présence d'une bordure blanche autour des mollets. Celle-ci grandit rapidement, glissa jusqu'à terre, et quand je parvins à cet endroit, je ramassai le pantalon de fine batiste. Il tenait tout entier dans la main. Je le dépliai, j'y plongeai la tête avec délice. L'odeur la plus intime de Louise Lam l'imprégnait. Quelle fabuleuse baleine, quel prodigieux cachalot
distille une ambre plus odorante. Ô pêcheurs perdus dans les fragments de la banquise, et qui vous laisseriez périr d'émotion à tomber dans les vagues glaciales quand le monstre dépecé, la graisse et l'huile et les fanons à faire des corsets et des parapluies soigneusement recueillis, vous découvrez dans le ventre béant le cylindre de matière précieuse. Le pantalon de Louise Lam. Quel univers! Quand je revins à la notion des décors, elle avait gagné du terrain. Trébuchant parmi les gants qui maintenant s'accolaient tous, la tête lourde d'ivresse, je la poursuivis, guidée par son manteau de léopard. Voilà, donc un extrait du livre de Robert Lefebvre. De toute façon, en travaillant sur Ernest Pignot-Ernest, on a une envie de dévorer toute sa littérature. Il arrive à en parler, à la traduire de telle manière qu'on se dit mais il faut que je lise tous ces bouquins, quoi. Alors déjà, pour ces interventions, il y en a 83 à lire, quand même plus pas les petits. Hein. Voilà, donc bon courage aux futurs lecteurs qui va suivre l'exemple de Ernest. Ouais, alors ce qu'il a fait aussi, donc tout ça c'est suite à ce qu'il raconte de son exposition, quand il commente l'exposition qu'il y a à l'atelier Grognard, il a fait les extases, si tu te souviens, toutes ces femmes qui... là c'est pareil, hein, c'est des lectures de grands mystiques, donc il représente tous ces corps en fait qui seraient un peu toutes ces épouses du Christ et qui ont des formes un peu arrondies, donc qui suggèrent aussi cette fluidité, cette extase de l'espace. Donc voilà, c'est aussi ce travail-là très très mystique, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que le mysticisme dont sont imprégnées les œuvres de Ernest Pignot-Ernest, c'est un mysticisme assez classique, si je peux dire. Bon, faut pas trop faire attention quand je pars comme ça en live, hein. Mais bon, les artistes depuis le début de l'ère chrétienne, depuis les primitifs italiens, etc., jusqu'à maintenant, ont travaillé évidemment l'histoire religieuse, l'histoire du Christ, etc., c'est pas une nouveauté. Et je pense que c'est un milieu pour eux, enfin une matière à s'exprimer plastiquement qui est assez intéressant, qui suggère, si vous voulez, un travail qui appelle un peu au mysticisme, c'est vrai. Mais bon, si on ne peint pas innocemment en s'inspirant de Caravage, qui lui était aussi à sa manière de mauvais garçon notoire, un mystique. Voilà. Le mysticisme imprègne la peinture européenne, de toutes les manières, jusqu'aux icônes russes ou grecques, etc. De Constantinople. Il y a une constante dans la peinture mystique, voilà. Et c'est pas plus mal parce que peindre des miches de pain, des choses comme ça, comme faisait Chardin, c'est bien, c'est joli, mais c'est pas vraiment exaltant et excitant, quoi. Ouais. Et dans un hommage aussi rendu à la poésie, c'est l'hommage qu'il a rendu au poète Mahmoud Darwish, au poète palestinien Mahmoud Darwish. Je crois qu'il le connaissait. Il a rendu cet hommage en 2008, je crois, l'année après. Mahmoud Darwish est décédé en 2008 et il lui a rendu hommage, je crois, l'année suivante. Donc il a fait aussi un portrait en pied qu'il a été collé à plusieurs endroits dans des villes de Cisjordanie et dans la ville natale de Mahmoud Darwish. Et voilà, c'est un moyen de le faire revivre, de continuer la poésie de Mahmoud Darwish était aussi exceptionnelle, quoi. Ah oui, tout à fait. Non, mais ça, il faut. Mahmoud Darwish, vous le mettez à côté de Genet, il n'y a pas de. Voilà, ils sont tous les deux des gens si importants pour notre culture qu'il n'y a pas à rougir ni de l'un ni de l'autre par rapport à l'un ou à l'autre. Voilà, c'est Mahmoud Darwish. Et puis dire que Ernest Pignot-Ernest a fait son trou aussi en Palestine. Voilà, il a aussi fait des collages pour le peuple. Le peuple, et les côtoyait tous les jours. On ne peut pas dire non plus qu'il ait eu un amour immodéré pour l'occupant de la Palestine, pour
la partie israélienne, il n'a pas collé en Israël, hein, je pense pas. Non, il a collé. Alors là, dans l'article, ils disent Gaza, mais dans un autre article, j'ai lu qu'il n'avait pas eu l'autorisation de se rendre à Gaza. Mais il a collé à Bethléem, Ramallah, Jérusalem. Et donc, Mahmoud Darwish, oui, qui prônait, qui se battait pour sa terre, pour sa liberté, pour son peuple, quoi. Oui, tout à fait. Mais penser que cet État colonial et d'apartheid israélien est interdit à un grand artiste comme Ernest Pinault-Ernest de poser ses papiers à Gaza, c'est quand même significatif de la grande libéralité de cet État colonial. Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. C'était Le Condamné à mort, interprété par Hélène Martin. Et tout de suite, sur Radio Soupente, l'émission à laquelle ma camarade va poursuivre avec les Arborigènes, un concert baroque, Darwish et Boccace, tout ça. Voilà, tout ça, Darwish, on a déjà parlé, mais je vais commencer par le concert baroque. Alors en fait, je me suis inspirée pour cette dernière partie d'un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de Montreuil, qui est réouverte. Ça, c'est quand même une super bonne nouvelle après 21 mois de fermeture. Ah, la vraie est ouverte. La grande bibliothèque de Montreuil d'Esnos est réouverte. Et donc, il y avait ce livre sur Ernest Pinault-Ernest qui concerne des œuvres. Le concert baroque, c'est 82, donc c'est à peu près ces années-là. Et ça, ce sont des œuvres qu'il n'a pas commentées dans la petite vidéo que nous avons regardée. Alors, concert baroque, voilà l'histoire de ce travail. On est en avril 82 et il reçoit un appel téléphonique de l'ambassade de Cuba qui lui propose de partir là-bas parce que l'écrivain Alero Carpentier était mort dans la nuit et que pour son enterrement, sa femme avait décidé d'inviter une vingtaine d'artistes et d'intellectuels français. Donc il arrive à La Havane, il rencontre Madame Carpentier qui avait beaucoup aimé une de ses expositions
et lui dit qu'il connaissait l'œuvre de Carpentier. C'était quelqu'un d'une immense culture, et donc il aurait aimé le rencontrer, mais bon, il a pas pu le faire. Donc il est allé à Cuba pour cet hommage, et puis après il rentre de Cuba et il lit l'œuvre de Carpentier, et il s'attache à un livre qui s'appelle Concert baroque. Donc Concert baroque, donc quand on lit, on a très envie de lire ce livre. Et en fait, c'est une histoire en fait qui traverse les continents, les cultures, les époques, et une histoire qui va se terminer à Venise dans un couvent où là il y a une soixantaine de nonnes, et où Vivaldi, Scarlatti, Handel improvisent. Tout le monde s'admire, s'insulte, et donc c'est un bouquin qui est à la fois truculent et complètement fou. Et au petit matin, tout le monde part en gondole déjeuner sur la tombe de Stravinsky dans le cimetière de Venise, au milieu des eaux. Et à leur retour, ils découvrent une affiche qui annonce un concert de Louis Armstrong. Donc cette œuvre de Carpentier apparemment est un mélange de toute cette culture musicale. Et en fait, entre-temps, il va rencontrer Bernard Loubat. Et Bernard Loubat est à l'initiative d'un festival qui a lieu chaque année à Uzès. Uzès, donc un petit village près de Bordeaux, au cœur de la forêt des Landes. Et là, Ernest Pinault-Ernest se dit, je vais rendre hommage à Carpentier lors de ce festival. Donc je vais visiter. Donc il regarde la place du village, les bâtiments. Et en fait, il dit qu'il va faire un parcours d'images dans le village où justement il va situer tous ces musiciens, que ce soit Vivaldi, Scarlatti, Handel, donc tous ces personnages du roman. Et donc, inspiré par cette idée d'anachronisme, il élargit même en plaçant Chopin, Jimi Hendrix, Bob Marley, Berlioz, Debussy, Billie Holiday, Vincent Scotto. Donc voilà, il va faire tout ce mélange. Donc il va faire des images de tous ces musiciens, et il va décider de les placer dans le village, sur la place. Et là, il y aura toute une animation où tout est dans le noir, et petit à petit, le public va arriver et découvrir au fur et à mesure les murs qui vont s'allumer avec ces visages ces dessins de musiciens un peu partout aux fenêtres. Donc ça a l'air assez fantastique. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, il a réussi à convaincre tous les habitants d'accepter que les images soient collées sur les façades. Et pour ça, en fait, il est resté auprès des gens comme il sait le faire. C'est-à-dire qu'il s'est fait prêter la salle des fêtes, il a installé tous ses dessins, et il a invité les propriétaires des maisons à venir les voir et en discuter. Donc il a expliqué les images, il a expliqué comment il avait tenu compte de l'environnement, des façades de l'architecture. Et justement, il se souvient même d'une photo où il est avec Bernard Loubat et en train d'expliquer même à un paysan comment il va coller Wagner sur sa maison, et dit que tout le monde a accepté que sa façade soit occupée. Il dit même que justement certains lui ont reproché que leur façade soit pas occupée par un dessin. Donc là, il y a dans ce bouquin, on voit justement des reproductions. Par exemple, on voit Schubert et Mahler qui sont dessinés à la pierre noire. On voit Jimi Hendrix qui est au stylo bille et à la craie. Enfin, voilà. Et je pense que ça devait être quelque chose d'assez fort, quoi. On voit par exemple Jimi Hendrix et Chopin. À droite, on voit Beethoven sur une façade, et tout ça a été fait pour une soirée, quoi, lors du festival. Et je trouve que ce qui est très très fort là-dedans, en plus des dessins, en plus de ça, c'est ce contact, encore une fois, avec le peuple. Il a invité les propriétaires qu'il allait intervenir sur leur maison, sur leur façade, etc., de discuter avec eux, de voir leur réaction et leur approbation. C'est quand même... Quel artiste fait ça? Non, mais, lui. Non, mais voilà. Et là, il y a un autre exemple. Par exemple, il a dessiné Pablo Neruda. Donc, il explique qu'en 81, il a été invité au Chili. Donc, 81, on sait que c'est Pinochet qui est au pouvoir depuis 73. Donc, lui, se demande s'il doit accepter cette invitation. Hein. Donc, il interroge des artistes chiliens qui sont réfugiés en France. Et alors, c'est marrant, ces artistes trouvent que ces hésitations d'y aller ou pas étaient bien parisiennes. Parce que pour eux, en fait, il était évident qu'il fallait y aller. Parce que les artistes là-bas étaient coupés de tout, isolés les uns des autres, donc par ce climat de terreur et de suspicion et de méfiance que le régime faisait régner. Donc lui était officiellement reçu par l'Institut culturel français de Santiago. Donc il va faire à travers le pays une série de conférences et de rencontres avec pour objectif à la fois de présenter son travail, de parler de ce qui se passait en France et de créer une dynamique qui lui permette de réunir un groupe d'artistes justement dans le cadre d'un atelier pour réaliser des images. Donc il fait des présentations. Il dit qu'il a fait une conférence à l'université de Santiago qui a été interrompue dès les premières images. C'était sur la commune.
Donc il dit, à cause de cela, plusieurs dizaines d'artistes sont après venus le rejoindre à son atelier d'art graphique de Bella Vista. Et lui, bien sûr, est conscient que travailler au Chili avec des artistes les mettait eux en danger s'ils allaient faire des collages, parce que lui dit, moi, européen, en fait, au pire, je me faisais expulser, quoi. Il n'était pas en danger de mort, mais que les artistes, finalement, eux, ont voulu avant tout continuer à travailler avec lui-même, quitte à prendre des risques et à retrouver cette tradition un peu d'utiliser aussi les murs. Donc, il a fait ce portrait de Neruda. Alors, c'est un Neruda qui est très, très droit, très solennel, avec une espèce de tunique blanche un peu longue. Non, c'est un poncho. C'est un poncho alors, qui est un peu long, qui lui tombe sur les épaules. Et après, ces images, justement, ont été retravaillées avec le sang, avec toutes les attaques qu'il peut y avoir suite au régime, justement, au régime chilien. Et c'est sa dernière femme, c'est Mathilde. Alors, il montre son dessin à Mathilde de Neruda. Et elle lui dit, mais vous savez, Pablo n'était pas comme ça, quoi. Il riait toujours. Puis après, elle hésite un moment et elle dit, mais vous avez raison, maintenant, il serait comme ça, grave et résolu. Voilà, ouais. Donc là aussi, on a ce travail complètement avec tous ces artistes chiliens qui l'accompagnent, quoi. Et encore une fois, et toujours le même scénar, un artiste français, Ernest Pignon-Ernest, qui va au fond des choses en discutant avec les artistes chiliens, etc., etc. C'est toujours la même chose. Il ne fait rien en dehors des gens dans le pays où il intervient. Voilà, c'est d'abord les gens et puis après, ses dessins, mais pas ses dessins d'abord et les gens après. Ouais, parce que cette tunique, ce poncho blanc, justement, a permis aux artistes chiliens de rajouter leur patte, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment d'avoir cette idée du poncho, parce que Pablo Neruda ne se baladait jamais en poncho, il était en costume cravate de ville, mais c'était justement l'intention, c'était de donner de l'espace, de créer un lien avec les artistes chiliens. Voilà. Et là, il y a aussi tout son lien, lui, à la livresque, en disant qu'on ne peut pas connaître le Chili si on n'a pas lu Pablo Neruda, quoi. Tout à fait, ouais, bien sûr, un grand poète international, parce que il ne s'est pas limité, sa poésie n'est pas restée, mais on peut citer aussi quand même cette histoire, c'est que les plus humbles des Chiliens, les paysans, ils étaient capables de réciter, qui étaient analphabètes pour la plupart, mais la poésie de Pablo Neruda se transmettait par la parole, et des paysans illettrés, ils étaient capables de réciter intégralement des poèmes de Pablo Neruda. Vous imaginez en France un paysan du Vercors ou de la Bretagne en train de réciter du Verlaine ou du Rimbaud. Non, ils savent lire et écrire, point, c'est tout, mais cultiver en poésie, c'est plus rare. Mais là-bas, en Amérique du Sud, c'est pas simplement au Chili, mais dans toute l'Amérique du Sud, il y a une culture de la poésie qui est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, où les gens les plus humbles et les analphabètes sont capables de réciter des poésies. Ouais. Alors, un autre travail qu'il a fait, c'est autour de Boccace, en 1980. Donc, il a été invité par la région de Florence, par Antonio Del Garcio, qui est un critique d'art. Il est invité avec 3 artistes italiens pour réaliser un travail à Certaldo. Alors Certaldo, c'est une petite ville de Toscane entre Florence et Sienne. Moi, je connais Sienne, je connais Arezzo. Je vois tout à fait comment peut être Certaldo. En plus, je vois les images. Je pense que ça ressemble un petit peu à Sienne. Autant dire que c'est absolument magnifique. Et donc, il hésitait à partir. Et puis bon, il y a qu'un de ses voisins, parce que je pense qu'il habite à La Ruche. Hein, c'est ce qu'on se... Oui, il y a un atelier à La Ruche. En tout cas, en 80, il était encore à La Ruche. Il y a un de ses voisins qui lui dit « Mais tu es fou, c'est la plus belle ville toscane. » Donc, il est parti à Certaldo. Et il n'y avait pas de thème imposé sur l'intervention, mais à peine est-il arrivé qu'il s'aperçoit en fait que la rue principale s'appelait la rue Boccace, il y avait la place Boccace, le cinéma Boccace, donc en fait il était dans la ville où est né et mort Boccace. Donc même si certains textes disent que Boccace serait mort à Paris, enfin Boccace était de Certaldo. Donc ce qu'il va faire, il va travailler forcément sur le Decameron. En plus il connaît le Decameron de Pasolini. Donc ça va l'inspirer, et là il va faire une série d'images d'hommes et de femmes en fait qui sont nus et qui sont comme s'ils grimpaient sur des fenêtres, quoi, comme s'ils allaient rentrer dans les maisons. Donc il va faire des sérigraphies à plusieurs centaines d'exemplaires qui va coller sous les fenêtres de la plupart des chambres
de la ville haute. Donc ça fait penser aussi un peu à des draps qui peuvent flotter. Et là, c'est pareil, son intervention a été très bien reçue par les gens de la ville. Hein. Et d'ailleurs, il y a même il disait qu'il y a quelques vieux de la cité qui connaissaient son projet, qui n'avaient qu'une inquiétude, c'était que ils voulaient pas que ce soit un homme qui grimpe à leur fenêtre. Ça devait les embêter qu'on imagine qu'un homme vienne les visiter, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été bien marquant aussi dans ces. Oui, alors que dans le Cameron de Pasolini, je me souviens, il y a effectivement un jeune homme qui monte à une fenêtre pour aller lutiner une rombière, et alors. C'est du Boccace, hein, c'est du Cameron. Il y a la nana qui se met à la fenêtre, met le cul en arrière, quoi, voilà, et qui lui pète dans le nez. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Voilà, alors le travail, comme tu disais, sur les arbres origènes, les arbres origènes, alors c'est un travail là qui est en 3D, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas ce travail de sculpture, donc il va travailler en fait sur le rapport sur l'homme et le paysage. Il dit qu'il n'a jamais peint de paysage, mais il a fait de la plongée sous-marine, il connaît bien la mer, mais il avait quand même envie de travailler un peu sur la nature. Quand il était à Uzès, justement, il était dans la forêt, il est sensible à tous ces arbres centenaires, aux fougères, à la mousse, aux odeurs. Donc son idée va être de faire un moulage d'homme en fait qui va grimper dans les arbres, donc qui va réfléchir à plusieurs techniques. Finalement, la technique retenue est une technique un peu qui fait avec un laboratoire, c'est avec des alginates. Enfin bon, il y a un homme qui est plongé, il y a ces alginates qui sont mis dedans et il en ressort une sculpture d'homme. Et ça, ces hommes-là, il va pouvoir les mettre dans les arbres à plusieurs. Oui, on fait des moules en alginates. Voilà, c'est ça. Tu peux mettre un homme vivant. Tu le moules avec de l'alginate, toi, comme on fait des masques parfois mortuaires ou même vivants. Hein, ce qu'il faut, c'est qu'il puisse respirer. Et voilà. Ouais. Oui, apparemment, s'il y a une conservation qui n'est pas identique, il faut que ce soit arrosé aussi régulièrement, que ce soit réimprégné d'eau. Enfin, voilà, c'est pas forcément. Ah non, alors attends, est-ce que c'est la sculpture qui est en alginate? Je doute un peu, parce que l'alginate, c'est une matière vivante qui se dégrade. Non, mais c'est ça, justement. Mais on fait aussi des moules en alginate. Hein. Voilà. Et en fait, c'est pareil, là, ce qu'il a vu quand il a travaillé là-dessus, c'est que dans toutes les cultures et les mythologies, il y a un rapport à l'arbre, quoi. Il y a un arbre homme, un arbre phallus, un arbre mère, des arbres utérus, et combien on a l'arbre dans les mémoires de chaque peuple dans tous les continents, quoi. Donc il y a eu ce passage à la sculpture. Et d'ailleurs, apparemment, il reste quelques sculptures, et ils disent qu'il y en a au Jardin des Plantes. Donc ça donne envie d'y aller, parce que je voudrais voir ce que ça donne. Oui, moi non plus, j'ai jamais vu. Mais c'est vrai, quand on va là au Jardin des Plantes, on regarde plutôt vers le sol que vers le ciel. Ouais. Voilà. Alors voilà, il a travaillé également sur l'avortement, il a travaillé sur les immigrés, sur Calais, sur les hommes et le travail aussi, justement, avec des ouvriers qui ont eux-mêmes travaillé sur les images en marquant les endroits où le corps souffrait, hein, suite à leur travail en usine, sur les accidents du travail, ça. Sur le Havre, sur les expulsions, parce que lui-même dit que ses parents ont été expulsés de la maison où il était quand il était où il vivait, quoi, où ses parents ont toujours vécu et où lui a vécu étant gamin, quoi. Ils avaient vécu 35 ans là, ou 33 ans, je ne sais plus combien, et ils ont été expulsés. Oui, alors il sait, oui, non, parce que, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui vient d'un milieu bourgeois. Hein. Bon, les quartiers populaires de Nice, c'était populaire. Voilà. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour du travail d'Ernest Pinault-Ernest. Après, oui, j'espère qu'on pourra aller à l'atelier Grognard voir son travail. Et donc, la conclusion de tout ça, hein, c'est quand même qu'effectivement, ce qui est important, c'est son travail sur l'histoire, sur la mémoire, et surtout sur le fait que c'est le lieu qui est une œuvre d'art, quoi. C'est l'ensemble du lieu, c'est les mémoires extirpées, révélées. Voilà, c'est ça le point fort de tout son travail. Tout à fait. Et vraiment, il insiste beaucoup là-dessus, parce que souvent, on va au plus facile, on dit ouais, c'est un génie, c'est chef-d'œuvre et tout. Non, lui pas du tout. Mais mes œuvres, c'est pas elles qui sont l'œuvre, elles font partie de l'œuvre. L'œuvre, c'est le lieu de mémoire que j'investis avec mon œuvre, mais c'est ça qui fait l'œuvre. C'est pas seulement mon œuvre, c'est le tout qui fait l'œuvre. Voilà. Ça, quand on a compris ce concept, on a compris Ernest Pinault-Ernest.
Voilà, un extrait de Carmina Burana de Karloff. Écoutez, vous êtes toujours sur Radio Soupant, vous n'avez pas de peau, hein. Ou alors vous êtes endormi et vous vous réveillez brutalement, ou alors, bon, ça, on s'en tape un peu en même temps, pour tout dire. Voilà. Alors, je répète, je vous rappelle, pour ceux qui y étaient et ceux qui y arrivent, que c'est Radio Soupant, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbettes, l'émission Araka, qui se termine par le culturel, voilà, puisqu'on n'a pas d'exposition en ce moment, tout est... Hein, vous connaissez la... Avant, on pouvait aller dans les galeries, mais maintenant, on ne peut même plus aller dans les galeries. Voilà, interdit de séjour. Et le culturel, que ma camarade, toujours aussi vivante, toujours aussi impatiente de se cultiver, a des choses à raconter. Mais toi aussi, on a vu ensemble, on peut dire, le film Un ballon, une jambe, donc sur ces jeunes Gazaouis qui ont été estropiés par l'armée palestinienne, un film... Non, l'armée israélienne. Non, pas l'armée italienne, l'armée israélienne. Qui ont été estropiés par l'armée israélienne. On fatigue. Et qui n'ont souvent plus qu'une jambe, qui ont des béquilles et qui forment une équipe de foot, qui ont une pêche et une énergie de vie incroyable. Et qui sont invités à Martigues pour rencontrer une équipe française. Donc on voit la préparation, on les voit sur la plage, mais on les voit rire, on les voit échanger. Ils sont d'abord émerveillés de voir cette mer Méditerranée. Eux, ils l'ont aussi, mais pas dans les mêmes conditions. Là, eux, ils peuvent se planquer, s'allonger sur la plage. Ils font même des trous, ils s'enterrent, juste la tête qui dépasse, comme les gamins, quoi. Ils font pas des pâtés de sable, mais ils ressemblent. Voilà. Et puis, il faut aussi dire que l'équipe adverse, française, est une équipe d'handicapés aussi, mais pas les mêmes handicapés. Voilà. Et le gardien de but n'a qu'une main. Et oui, le gardien de but n'a qu'une main. Non, c'est chouette. On peut le voir sur Ciné Mutin. À chaque fois, je radine, je me ramène avec cette petite plateforme de films d'art et d'essai, de films engagés, documentaires, qui est vraiment une très très bonne plateforme de répéter, Ciné Mutin.
Oui, mais quelle est la méthode pour y aller? La méthode, c'est le site Cinémutin. Voilà, après c'est payant. C'est payant, on peut prendre des cartes qui met des films à 3 euros, sinon je crois que c'est 4 euros. En même temps, voilà, comme on ne paye pas les films, c'est une manière aussi de financer un cinéma intelligent, de qualité, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est mieux que donner son fric à Amazon ou à Netflix. Donc, oui, ça c'est des obsessions, mais c'est marrant. Voilà, donc ce film, Un ballon, une jambe. J'ai vu aussi un documentaire hier sur Arte, La femme et l'avenir de l'art, qu'on peut voir jusqu'au 10 avril. Très très intéressant, sur la peintre expressionniste Gabrielle Münter. Et alors, si son nom n'est pas connu, ce qui est plus connu, c'est qu'elle a vécu 10 ans avec Vassili Kandinsky, et que elle est passée un peu à la trappe de l'histoire de l'art, alors qu'elle a travaillé... Elle est passée complètement à la trappe de l'histoire de l'art. Alors qu'elle a travaillé toute sa vie, et elle est née en 1877 à Berlin, et elle est tombée dans une famille peu conventionnelle. Donc en fait, sa mère voulait pas qu'elle se plie justement à la condition des femmes, hein, c'est-à-dire que se marier, faire à manger, etc. Donc en fait, elle l'a encouragée dans son indépendance et sa vocation artistique. Donc on suit son parcours. À un moment dans le doc, il y a une digression sur le parcours aussi des femmes artistes, hein, qui sont sous-évaluées, qui sont par rapport... et qui arrivent justement maintenant des fois dans les musées, justement quand des musées, la direction des musées est confiée à des femmes, là les femmes justement explorent et rachètent des tableaux d'artistes féminines qui ont été un peu mises sous silence, quoi. Qui ont été totalement mises sous silence. Arrête avec tes précautions de langage, enfin, il faut y aller, il faut taper dans le tas. Voilà, donc c'est intéressant, il y a là sur Gabrielle Münter, il y a des extraits de journaux intimes, et ce qu'on voit par exemple, c'est qu'un tableau de Kandinsky en salle des ventes à Sotheby's va être mis en vente à 12 millions, va partir à 16 ou 17, et qu'un tableau de Gabrielle Münter va être mis en vente à 200 millions d'euros, enfin ce qui est quand même... Non, pas 200 millions. 200 millions. Oui, 200 000 euros, oui. Oui, c'est déjà un beau prix, hein, mais bon c'est rien pas... par rapport à Kandinsky. Oui, non, est-ce qu'elle n'est pas connue? Alors, qu'est-ce que tu veux? Donc peut-être on fera un travail, peut-être on fera une émission sur elle, mais effectivement elle est tellement peu connue que... On la fera sur elle pour parler de toutes les femmes d'artistes. On en connaît quelques-unes, nous, hein, qui elles-mêmes sont des artistes et puis qui consacrent leur vie à la mémoire de leur mec. Parce qu'elle a quand même participé activement au Cavalier Bleu. Enfin voilà, si on retient Kandinsky pour le Cavalier Bleu, mais elle était là à ses côtés. Et est tellement peu connue en fait que Bibliothèque parisienne et Montreuil apparemment n'ont aucun bouquin sur elle, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a été édité sur elle. Bon. Après, Eh bien après, c'est voilà. Moi je voulais un peu revenir sur peut-être un peu vite là sur le ballon et la jambe de Patrice Forget pour dire que ces enfants palestiniens martyrs en quelque sorte. Il y a cette équipe, mais il y en a. Il y a eu, attendez que je ne faut pas que je dise des bêtises, mais plusieurs dizaines de milliers de blessés, des handicapés, on les compte même pas, des morts à foison, simplement à Gaza, hein, parce que vous savez qu'à Gaza, c'est une prison à ciel ouvert de presque 2 millions de Gazaouis, de Palestiniens, ils ont l'air leur est interdit puisqu'il y avait un aérodrome à Ramallah qui a été bombardé à Rafah au sud. À Rafah au sud qui a été bombardé par l'armée israélienne, inutilisable. La mer, ils ont le droit d'aller environ à 15 000 de la côte, quoi. C'est rien du tout. Il y avait 10 000 pêcheurs avant à Gaza, il n'en reste plus que 1 millier et quelques ou 2 milliers, voilà, parce qu'il n'y a plus de poissons évidemment, dans une petite enfin, tout est comme ça. Et si vous voulez, vous savez que depuis un certain temps, ils font des manifs tous les vendredis pour la marche du retour, pour rappeler qu'il y a des Palestiniens qui ont été foutus dehors d'Israël en 1948 et que il y a une résolution de l'ONU qui leur accorde, enfin, une résolution pour le retour de ces gens-là dans leur pays, et qu'Israël s'y oppose de toutes ses forces. De toute façon, Israël ne respecte aucune loi internationale. Voilà. Et que au cours de ces manifestations du vendredi, il y a des snipers israéliens qui sont tout autour de Gaza, en hauteur,
qui flingue les manifestants, de préférence les plus jeunes, femmes et garçons, filles et garçons. Voilà, il y a une petite infirmière de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge palestinien qui a été exécutée comme ça alors qu'elle s'occupait des blessés avec une Croix-Rouge, chose de secouriste palestinienne, etc. Ils n'en ont rien à foutre, ils l'ont flingué. Voilà, et ils utilisent des balles qui éclatent et qui réduisent les os en poudre quasiment. Donc, une fois qu'une balle a touché une jambe, il faut la couper parce qu'elle n'est pas réparable. Bon, bref, je vous en passe et des plus sinistres. Voilà, et ces enfants sont des rescapés de tous ceux qui sont mutilés et qui essayent de continuer à vivre avec leur passion, le football, parce que pour ces jeunes gens, comme pour beaucoup de jeunes gens en Europe, le football c'est quelque chose d'important. Et donc, à l'honneur de cette petite ville de Martille, au bord de l'étang de Berre, dans le sud, qui les a invités et qui leur a permis de se confronter à une équipe de jeunes Français handicapés aussi, pas pour les mêmes raisons. Hein. Eux, ils ne sont pas handicapés par les balles, mais plutôt par les accidents de voiture ou de moto ou de scout. Hein. Vous voyez, les jeunes gens en France sont victimes. Et c'est ce qui est formidable dans ce doc, c'est de voir la vitalité de ces jeunes gens. Mais c'est quelque chose d'incroyable, ça vous donne envie. Moi, d'habitude, quand je vois ces docs-là, je chiale de tristesse, mais là, je chiale de bonheur. Voilà. J'ai tout dit ? T'as tout dit, voilà. Tu peux faire nos salutations à nos amis. Ouais, tout à fait. Ah oui, les amis. Donc, c'est Radio Soupente à la station des Rapins 100 fois 100 km, qui est depuis un garni et diffuse sur Internet arracaille.fr. Et je salue nos aminches. Attention à ne pas sauter des lignes, je fais comme mes mots. Claude et André de la Nation. André, ça roule, hein, pas de problème, il va sur ses 90 balais. Voilà, Karine, la copine de ma copine, qui est une artiste de Montigny, hein. Marie-Christine Béguet, qui est une graveuse gardoise, qui va bientôt être une graveuse sévenole. Claude et William, nos potes de Brest, hein, qui sont toujours dans l'humidité. Ouais, quoi. Salut les copains. Salut les copains, j'espère que la moisissure ne nous attaque pas tout de suite encore. Hein. Jean-Paul Souvras, qui est un artiste, un grand peintre, de coups de Kerbranche, à la banlieue de Dunkerque. Claudine, la copine de ma copine, une copine de ma copine, Claude, qu'elle l'appelle ma copine, sa copine. Voilà, qui aime bien, qui fréquente beaucoup l'art dans les livres et dans les musées, dans les expos, tout ça. Jean Pellouzzi, notre pote du Valois, qui nous a envoyé une chanson. Là, de Catherine Sauvage. De Catherine Sauvage, qui s'appelle ? Je ne me rappelle plus. Qui ne s'en rappelle plus. Bravo. C'est bien la peine que le petit Jeannot, il se décarquette pour nous. Hein. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Frédéric, une petite bande des quatre, là, artistes, hein, pour la plupart. Sauf Joël, il a un artiste même de autre genre. Lui. On l'appelle l'Arlésienne du Caire parce qu'il a toute la bougeotte. Il n'est toujours pas amoncé par vous. Et là, en ce moment, il fait il prolonge, il fait des prolongations au Caire. Parce qu'il peut, c'est son truc le Caire. Frédéric, ah oui, je dis, les autres sont des artistes qu'on aime beaucoup. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer. Voilà. Salut Juju, on t'aime toujours, t'inquiète pas, enfin, tu t'en fous, mais bon, on aime bien se rappeler à ton souvenir. Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure, il faut le connaître, Pépère, voilà. Agnès Dubart, une graveuse aussi, qui était à Lille, et c'est là qu'on l'a connue. Après, elle est descendue dans l'Ariège, oui, c'est ça. Et là, elle va remonter en Bretagne Sud. De la bougeotte, les graveurs. Pas Thierry Morciot, il est à Bruxelles, il est toujours à Bruxelles, il n'a pas bougé de Bruxelles. Un graveur, je ne dis pas, une merveille, son boulot. Colette, parce que la plupart des graveurs qu'on connaît, ils taillent d'épargne. C'est ce que Thierry Morciot, lui, c'est sur cuivre. Hein. Bon, c'est pas de la taille d'épargne sur cuivre. Hein. Grave, quoi. C'est de la taille en creux. Bon. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 femmes artistes, on vous en parlait tout à l'heure. Hein. Alors, leurs mecs l'ont glissé, elles sont veuves, mais leur credo, c'est l'œuvre de leur mec et qu'elles essayent de faire vivre. Voilà. Et pour ça, elles se dépensent sans compter.
elles se sont dépensées sans compter pour leur mec de leur vivant, parce qu'on sait que les artistes sont très réglants, le ménage, la vaisselle, tout ça, la cuisine, les gosses, c'est pas vraiment leur truc, mais elles, par contre, c'est ça, plus leur mec. Vous imaginez, alors que, comment dirais-je, ce sont des femmes d'artistes, mais pour 2 d'entre elles, en tout cas, c'était des artistes aussi. Voilà. C'est plein de ce qu'a raconté ma camarade. Liliane et Laurence, 2 écrivaines qui gribouillent dans le polaire. Ouais, salut Lolo, salut Lily. Sous le pseudo de Claude Isner. Voilà. Numéro 1. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Michel Pelloual, notre peintre bien-aimé. Marie-Christine et Christophe, nos militantes chez Militants qui m'est bien-aimé. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance? Oui, Cécile, on la sent. Et on t'aime. La Roche Flamboyante, qui fait des émissions aussi flamboyantes sur une radio Omni, dont on ne parlera pas, mais si vous êtes un peu fufu, vous saurez lesquelles, ou si vous nous suivez depuis longtemps, sur quelle radio. En général, c'est le mercredi, l'après-midi. Non, c'est l'après-midi ou le matin? L'après-midi. L'après-midi. José Arthur, même punition, même motif, qui anime le mélange le dimanche après-midi. Voilà, sur cette radio Omni. Isabelle Roubaille, une artiste peintre de Bourron-la-Marlotte, qu'on a découvert dans la galerie magnifique de Florence Quenu, voilà, qui a pour nom L'empreinte. Colette et Alain, des mécènes de chez Mécènes, meurent des amours. Voilà. Alice Amoroso, ah oui, petite dernière, là, une graveuse toute jeune, taille d'épargne aussi, mais alors, on va dire qu'elle mollit pour la petite, qui vient de l'atelier de, comment on dit, Des Lilas, là, qui des était... Lilas, c'est ça. Elle est là aussi, notre camarade Juju. Ouais. Dominique Paula Dardouin, une galériste magnifique, qui est hélas disparue aussi, et qu'on la regrette beaucoup, et que beaucoup de jeunes artistes doivent la regretter aussi, parce que c'était vraiment la maman. Marie-Pierre, médecin, et aussi collectionneuse, et une maman aussi. Et Marie Dogno, une galériste itinérante, qui ne fait pas mama du tout, mais qui est vraiment d'une gentillesse remarquable. Voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr. Voilà. On va se farcir tout de suite pour une musicale avec Faut vivre de notre camarade Mélisse Bell, une chanteuse magnifique. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous. Malgré l'écran anxieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant,
faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé. Faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage de nos terres et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise. Faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.